Bonsoir et merci d'être venu assister à ma soutenance d'HDR qui porte sur l'extraction de motifs spatio-temporels. Donc je vais commencer par rapidement présenter mon parcours. Ensuite, je vais introduire la problématique. Je vais présenter après des méthodes et des applications que nous avons développées. Et je finirai par conclure et donner quelques perspectives. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2006 sur un sujet qui était lié à la mise en place de solutions adaptatives et génériques pour l'extraction de motifs intéressants. Ensuite, j'ai fait 2 années d'ATER à Lyon, dans l'équipe base de données, et j'ai été recruté en 2008 à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et rattaché au pôle pluridisciplinaire de la matière et de l'environnement. Et plus particulièrement à l'équipe extraction et gestion des connaissances qui était dirigée par Naza Selmaoui. Depuis 2012, je suis associé au LABEX Corail, les récifs coralliens face au changement climatique. Et depuis 2017, suite à la fusion des 3 laboratoires de sciences, je suis rattaché à l'ISEA et plus particulièrement à l'axe complexité et sciences des données. Donc à mon arrivée, l'équipe pédagogique était composée de 4 enseignants-chercheurs en informatique. Il y avait une licence mathématiques informatique, un DUST génie informatique qui ouvrait 1 année sur 2. Et au niveau recherche, nous avions un laboratoire qui était renouvelé à près de 50%, avec 13 enseignants-chercheurs issus de disciplines différentes, physique, chimie, géologie et informatique. Donc une forte pluridisciplinarité et une équipe informatique où une seule personne faisait activement de la recherche et avec un axe extraction et gestion des connaissances qui avait été initié en 2006 par Naza Selmaoui. Donc très rapidement, on m'a intégré dans les projets et fait participer à des encadrements de thèse, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Dans une première période, une grande partie des projets de recherche ont été liés à la problématique de l'érosion des sols. Il y a notamment eu un projet ANR qui était très structurant pour l'équipe et qui était porté par NASA. Et le thème de ce projet ANR, c'était la fouille de données spatio-temporelles appliquée à l'étude de l'érosion des sols. En parallèle de ces projets, j'ai participé à l'encadrement de Hugo Latresta Salas sur l'extraction de relations spatio-temporelles et à partir de données environnementales et de la santé, et à la thèse de Jérémy Sanès sur la fouille de données spatio-temporelles appliquée à l'étude de l'érosion. Ensuite, nous avons eu des projets un peu plus variés sur la mise en place d'entrepôts de données hydrologiques, le suivi de trajectoire des roussettes, sur le suivi d'un récif corallien par imagerie satellitaire. Et actuellement, nous travaillons sur une problématique liée à la dynamique des habitats informels, des squats, à Fidji et au Vanuatu. Donc j'ai encadré encore d'autres étudiants par la suite. Un étudiant, j'ai co-encadré Zhe Cheng sur l'extraction de graphes récurrents, avec pour application le suivi de bassins aquacoles à partir d'imagerie satellitaire. Et j'ai un peu participé à l'encadrement de Janai Tokotoko sur l'utilisation des sciences de données pour le suivi de l'aquaculture. Donc au niveau des responsabilités, en enseignement, j'étais responsable pédagogique de la licence pendant 3 années et membre du conseil de département. Depuis 2017, je suis responsable des crédits pédagogiques de mathématiques et d'informatique. Depuis 2009, je suis responsable du tutorat en informatique. Et en 2018, j'ai été coporteur d'un projet à la fondation de l'université intitulé Développement de l'esprit FACLab dans la licence informatique. Et ce projet était porté avec Thomas Quignou, qui est ingénieur de recherche en électronique à l'ISEA. Ensuite, au niveau recherche, depuis 2017, je suis référent de l'axe complexité et sciences des données de l'ISEA. Et je suis actuellement porteur du projet Purne SOSPADIS. Alors ce projet SOSPADIS, qui est lié à la dynamique des squats, est décomposé en 2 volets. Un volet plus sociétal, qui est financé par le Fonds Pacifique, et un volet plus analyse spatiale, qui est financé par le PURN. Alors le PURN, c'est le réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire. Et donc ce projet, il est en partenariat avec l'Université du Pacifique Sud, qui est à Fidji, et l'entreprise Ecosophie. Donc j'ai été aussi porteur d'un petit projet financé par l'ABEX et la Fondation Digital Globe, sur le suivi des récifs coralliens par imagerie satellitaire, en partenariat avec l'EPHE et le CRIOB en Polynésie. Et j'ai été responsable de la tâche préparation des données et validation par les experts du projet ANR Foster. Donc au cours de ces années, j'ai fait 44 articles avec comité de lecture. Alors, ces publications sont principalement à visée méthodologique, fondamentale et interinstitutionnelle, donc avec des chercheurs d'autres universités, d'autres laboratoires. Il y a une partie de ces publications qui est aussi très appliquée, et notamment la problématique de l'érosion des sols. Et ces publications sont en partenariat avec des chercheurs d'autres disciplines, des géologues, des géographes et des écologues. Une petite partie des publications est liée à du développement d'outils logiciels et à l'organisation d'ateliers. Donc au final, j'ai pu co-encadrer 4 thèses, 2 ingénieurs CDD et 12 stages niveau master.
Je suis aussi membre du comité de programme de la conférence nationale EGC depuis 2010. Alors, cette conférence, c'est la conférence francophone sur l'extraction de connaissances. Et je suis relecteur régulier pour les revues internationales KIS et KBS depuis 2011. Donc, au cours de ces années, je me suis principalement intéressé à la problématique de l'extraction de motifs, de régularité dans des données. Alors, j'ai commencé pendant ma thèse en travaillant sur des bases de données de transactions. Et puis, à mon arrivée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, on a travaillé sur des données de plus en plus complexes, des systèmes d'information géographique, des bases de données spatio-temporelles, des séries d'images satellitaires et des graphes qui vont évoluer dans le temps. Donc, les principales contributions dans ces différents travaux sont principalement d'ordre algorithmique, méthodologique, avec aussi la mise en place et la proposition de mesures et de contraintes visant à mieux intégrer la connaissance des experts et le développement aussi d'outils logiciels. Donc je vous présenterai un peu plus en détail ces différents travaux par la suite. Je vais juste pas avoir le temps de présenter le travail sur l'extraction de motifs dans des bases de données spatio-temporelles pour des contraintes de temps. Ce travail est présenté en détail dans le manuscrit. Donc maintenant, je vais introduire la problématique. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un exemple assez fondateur dans la discipline, c'est l'exemple du panier d'achat dans un supermarché ou sur un site web. Donc on a une base de données de transactions. Dans cette base de données, chaque transaction représente l'ensemble des articles achetés par une personne à un moment donné. Et la question qu'on se pose, c'est quels sont les articles fréquemment achetés ensemble. Alors pourquoi c'est intéressant cette question? Tout simplement parce que ça va permettre de faire de la réorganisation des rayons, de la fidélisation de la clientèle, l'amélioration de la gestion du stock et potentiellement aussi des recommandations, comme c'est le cas sur le site d'Amazon, par exemple. Donc cette problématique, c'est la problématique de l'extraction d'ensemble d'articles fréquents, ou encore appelée extraction d'item set fréquents. Alors, elle a été introduite dans les années 90. Et un ensemble d'articles fréquents, c'est quoi? C'est un ensemble d'articles, un item set, qui va apparaître dans les transactions plus d'un certain nombre de fois. Donc la principale question au niveau de cette problématique, c'est comment trouver tous ces motifs fréquents. On pourrait très bien envisager suivre une approche naïve qui consiste à énumérer toutes les combinaisons possibles et à compter combien de fois elles apparaissent dans les données. Le problème, c'est que l'on a énormément de combinaisons possibles. Si on a 20 articles différents dans notre base de données de transactions, on a 2 puissance 20 combinaisons possibles, c'est-à-dire plus d'1 million. Donc on a vraiment besoin d'avoir des algorithmes performants pour pouvoir extraire toutes ces solutions. Et ces algorithmes, ils vont s'appuyer sur des structures de données optimisées, sur des stratégies d'exploration efficaces et sur des contraintes qui vont avoir des propriétés théoriques qui vont permettre d'éviter de tester certaines combinaisons. À ce niveau, la principale propriété qui a été étudiée et utilisée, c'est la monotonie de la fréquence. La mesure de fréquence est décroissante et ce qui nous permet de dire que tout surensemble d'un item set non fréquent va être aussi non fréquent. Autrement dit, si je sais que A et D ensemble sont non fréquents, je n'ai pas besoin de tester ABD, ACD, etc. parce qu'eux aussi vont forcément être non fréquents. Donc tout ça, ça va nous permettre d'éviter de tester un certain nombre de combinaisons et donc d'avoir des algorithmes plus performants et de traiter plus d'informations. Donc au-delà de l'exemple du panier d'achat, il y a eu un grand nombre d'applications des item sets dans des domaines très variés tels que l'éducation, pour mettre en avant les différences entre des groupes d'étudiants ou pour tout simplement expliquer les bons résultats de certains groupes d'étudiants par rapport à certaines disciplines. Aussi beaucoup d'applications en santé pour détecter des anomalies dans des mammographies, pour prédire la toxicité de certaines molécules ou pour rechercher des motifs rares liés à des maladies cardiovasculaires. Alors, des applications très variées, hein, par exemple des applications aussi dans le domaine de la sécurité, pour rechercher des régularités dans des crimes dans des quartiers de Hong Kong ou pour mettre en avant des discriminations. Utilisation aussi dans le domaine du développement logiciel pour mettre en avant des erreurs communes de programmation et pour analyser tout simplement aussi les pratiques des développeurs. Et dernier exemple d'application, c'est la cybersécurité. Ces travaux ont été utilisés pour détecter des achats frauduleux par carte bancaire et pour détecter des virus informatiques dans des téléphones mobiles. Donc un grand nombre d'applications et un grand nombre d'applications qui sont liées à des données spatiales. Tout simplement parce qu'il y a eu vraiment une explosion de la quantité de données spatiales collectées ces dernières années et de plus en plus un suivi dans le temps. Donc des applications très variées à ce niveau, ça va de l'étude de mouvements migratoires d'animaux à de l'analyse de déplacement de touristes dans une ville, à de l'analyse du trafic automobile, la prévention de la criminalité ou du suivi de l'activité solaire. Donc des applications très variées et dans tous les cas, on a une utilisation de ces techniques d'extraction de motifs.
Mais généralement, ce ne sont pas des item-sets, tout simplement parce que les item-sets ne sont pas assez riches pour capturer les interactions spatiales et temporelles possibles. Donc on a constaté justement cette évolution des travaux de recherche dans la communauté où on est allé vers des motifs de plus en plus riches pour analyser des données de plus en plus complexes. Dans les années 90, on étudiait des ensembles d'item-sets spatiaux. 10 ans après, on étudiait des évolutions de zones et en même temps des colocalisations. 10 ans après, on étudiait des graphes de voisinage qui représentaient des objets dans une image ou représentaient des dynamiques spatiales et temporelles complexes via des graphes d'événements. Et actuellement, on étudie beaucoup des graphes qui vont évoluer dans l'espace et dans le temps, par exemple pour représenter ce qui se passe dans une série d'images. Donc il y a eu un grand nombre d'avancées ces 25 dernières années, mais il y a encore des difficultés pour croiser, analyser et étudier toutes ces données en même temps. Donc nous, on est parti de ce contexte au niveau du domaine et d'un contexte applicatif un peu particulier qui était lié au suivi de l'environnement et notamment à la problématique de l'érosion des sols. On est parti aussi du fait qu'on avait des experts à proximité et qu'ils avaient une certaine connaissance, plus ou moins empirique, de leur phénomène et qu'ils avaient en même temps besoin d'outils d'analyse pour étudier et mettre en avant des corrélations dans ces données. En même temps, on avait un certain nombre de données disponibles et c'est vraiment ce croisement du contexte applicatif et des données disponibles qui a permis de mettre en avant des verrous pour les travaux existants dans la littérature et qui nous a permis de développer des méthodes plus originales qui permettent d'extraire des motifs plus riches et plus pertinents. Alors, principalement, on a développé des algorithmes d'extraction, différents types, pour extraire différents types de motifs. On a aussi développé des contraintes, notamment des contraintes permettant d'intégrer la connaissance du domaine. Et on a développé des outils pour extraire et visualiser ces solutions. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail un de ces travaux qui s'intéresse à l'extraction de colocalisation. Donc ici, le problème, c'est d'extraire des ensembles d'événements, d'objets qui vont être souvent localisés à proximité. Donc on part d'une base de données géographique où on a des objets à l'intérieur qui sont identifiés. Alors ces objets, ça peut être des routes, des champs, des forêts. Donc on les représente par les lettres A, B, C sur la figure qui est sur le transparent. Et l'objectif, c'est de trouver des ensembles d'objets qui sont souvent proches. Par exemple, voir que dans la zone d'étude, souvent, les objets A, B et C sont souvent à côté. Donc il y a de nombreux travaux par rapport à cette problématique et ils se focalisent principalement sur des optimisations algorithmiques et sur la proposition de nouvelles contraintes spatiales, temporelles, statistiques. Principale limite de ces travaux, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'intégration de la connaissance des experts ou alors en post-traitement et en même temps, il n'y a pas de méthode de visualisation des solutions qui soit simple et intuitive. Donc nous, dans un premier temps, on a travaillé sur justement l'intégration de contraintes permettant d'exclure des colocalisations connues ou non intéressantes pour les experts. L'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions moins nombreuses, mais des solutions plus pertinentes, et en même temps d'utiliser ces contraintes dans les algorithmes d'extraction pour aller plus vite et pour pouvoir traiter plus d'informations. Donc pour arriver à faire cela, nous avons utilisé le cadre théorique de Manila et Toivonen pour faire de l'extraction de colocalisation sous contrainte des experts. Et l'intérêt de ce cadre, c'est que grâce à ce cadre, on peut utiliser toute une famille d'algorithmes d'extraction, et notamment un grand nombre d'algorithmes d'extraction d'item-sets fréquents. Donc nous, par rapport à ça, nous avons proposé un ensemble de contraintes spatiales et thématiques qui sont après à régler avec les experts et qui ont la propriété de vérifier justement la propriété de monotonie. Et donc ça, c'est important parce que c'est vraiment une condition pour pouvoir utiliser le cadre théorique précédent et pour pouvoir utiliser toute cette famille d'algorithmes d'extraction. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut combiner ces contraintes et arriver à extraire des informations du type « je veux les colocalisations fréquentes associées au thème de l'érosion et aux constructions humaines dans certaines zones géographiques ». Donc la principale limite de ces contraintes, c'est qu'elles nécessitent un fort investissement des experts pour justement les définir et les régler. Donc nous, notre idée dans un second temps, c'était d'exploiter la connaissance qui est encodée dans les modèles qui sont décrits dans la littérature du domaine et d'en dériver des contraintes. Si on prend l'exemple de l'érosion des sols, il y a un grand nombre de travaux qui proposent des modèles qui visent à estimer le risque d'érosion en fonction de différentes variables. Or, ces modèles se présentent sous la forme de fonctions mathématiques, basiquement, comme celle qui est présentée ici, qui représente le détachement par goutte de pluie dans le modèle d'érosion RMMF. Donc ce modèle, il prend en paramètre différentes informations sur le type de sol,
sur la pluviométrie et sur la végétation. Et il va estimer justement le détachement par goutte de pluie, et après il va permettre d'estimer un risque d'érosion associé à ces informations. Donc nous, notre idée, c'est d'utiliser ces modèles, parce qu'ils représentent une certaine connaissance des experts, un condensé de cette connaissance en tout cas, et de les exploiter pour définir des contraintes liées à l'érosion. Et notamment une contrainte qui dit qu'on va garder l'écolocalisation dont le risque d'érosion associé par le modèle est supérieur à un certain seuil. Donc autrement dit, si le modèle c'est f, on va garder l'écolocalisation phi, telle que f de phi est supérieur à un certain seuil qui est fixé par l'utilisateur. Donc l'intérêt, c'est d'avoir en sortie des motifs qui vont être validés à la fois par les données et par le modèle, de potentiellement aussi mettre en avant des contradictions entre les données et les sorties du modèle, et de mettre aussi en avant des corrélations entre d'autres variables non prises en compte dans le modèle, mais qui sont présentes dans les données. Alors par exemple, dans les données, on pourrait très bien avoir des informations sur le type de sol, sur la pluviométrie et sur la végétation. Donc on pourrait calculer un risque d'érosion d'après ce modèle qui est là. Et si dans les données, on a en plus des informations sur les pistes, sur les routes, eh bien on va pouvoir potentiellement mettre en avant justement l'impact de ces routes, de ces pistes, sur le risque d'érosion en fonction justement de paramètres tels que la végétation ou la pluviométrie. Donc pour arriver à faire ça, il y a quand même deux difficultés. La première, c'est déjà comment calculer le modèle F, comment calculer le modèle de risque d'érosion, par exemple, si certaines variables ne sont pas présentes dans les données ou si elles sont associées à des valeurs approximatives, des intervalles. Prenons l'exemple de la colocalisation phi. Alors la colocalisation phi, elle associe un certain type de sol, la tyrite, avec une pluviométrie, avec d'autres informations. Par contre, ce qui manque au niveau de cette colocalisation phi, c'est l'information sur la hauteur de la végétation. Donc on est embêté parce qu'on ne peut pas calculer le risque d'érosion associé à phi, étant donné qu'il nous manque cette variable d'entrée du modèle. Donc nous, notre idée par rapport à ça, c'était de, très bien, on ne peut pas calculer la valeur exacte, mais par contre, on peut calculer une borne inférieure et une borne supérieure pour ce risque d'érosion. Tout simplement parce que sur la zone d'étude, par exemple, on sait que la hauteur de la végétation, elle est entre 0 et 130, et on sait aussi que le modèle est croissant sur cet intervalle de valeurs. Deuxième difficulté, maintenant qu'on arrive à estimer le risque d'érosion pour toutes les colocalisations, deuxième difficulté, c'est d'identifier des propriétés théoriques qui vont nous permettre justement d'élaguer l'espace de recherche et d'optimiser les algorithmes. Donc on a mis en avant une première propriété notamment qui permet d'élaguer des surensembles. Si f de phi est inférieur à un certain seuil, alors tout surensemble aussi. Autrement dit, si la colocalisation phi est associée à un risque d'érosion faible, alors tout surensemble de phi aussi. Et donc on va justement, grâce à cette propriété, on va éviter de tester tous ces surensembles. Donc là, cette propriété, elle ressemble beaucoup à la propriété de monotonie de la fréquence. Par contre, on a mis en avant d'autres propriétés un peu moins classiques, telles qu'une propriété qui permet d'élaguer des motifs voisins. Si on a deux colocalisations phi et alpha, qui sont identiques à la différence de l'information sur la hauteur de la végétation, et que l'on sait que le modèle F, il est croissant par rapport à cette hauteur de végétation sur l'intervalle de valeurs étudié, eh bien alors on va pouvoir déduire que si f de phi est inférieur à un certain seuil, alors f de alpha aussi. Autrement dit, si phi est associé à un risque d'érosion faible, le motif voisin alpha aussi. Et donc on va pouvoir éviter de le tester et on va pouvoir comme ça optimiser les algorithmes et pouvoir traiter plus d'informations. Dernière proposition par rapport aux colocalisations, nous avons proposé une méthode de visualisation des colocalisations qui soit intégrée dans le SIG. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une visualisation cartographique qui soit intuitive pour les experts et en même temps d'apporter des informations spatiales et thématiques complémentaires. Alors le problème quand on fait de l'extraction de colocalisation, c'est que basiquement, en sortie de l'algorithme et de l'analyse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une liste de colocalisations avec des fréquences, des probabilités. On va savoir que E et C sont souvent, que les objets E et C sont souvent à côté, mais on ne va pas réellement savoir où et comment ils sont à côté. Donc nous, par rapport à cette problématique, ce que l'on a proposé, c'est de faire un clustering spatial des occurrences de chaque colocalisation. L'idée, c'est vraiment de montrer où et comment chaque colocalisation est spatialement distribuée, en identifiant justement les localisations types et en regroupant les occurrences en fonction de leur proximité. Donc si on regarde l'exemple qui est dans le transparent, on a la colocalisation EC. Si on regarde la figure au-dessus, on a du mal à voir où E et C apparaissent ensemble. Si on fait le clustering, on va identifier qu'il y a deux zones, potentiellement où E et C arrivent ensemble. Une zone qui est au milieu de la région étudiée et une autre zone qui est au nord-est de la région étudiée. Donc nous avons développé un prototype qui permettait d'intégrer ces contraintes et cette visualisation dans PostGIS. Et nous avons implémenté
expérimenter ce prototype sur des données liées à l'érosion des sols. Donc nous avons extrait différents types d'informations. En voici deux exemples. Par exemple, un motif qui montre que des zones dégradées sont souvent à proximité de maquilino-herbacées. Or, cette association elle est potentiellement intéressante parce que ce type de végétation est associé à un fort taux d'endémisme. Autre exemple de motif extrait qui met en avant une association entre un type de sol, un type de végétation et la pente. Or, ce motif il est intéressant parce qu'il est associé par le modèle étudié à un risque d'érosion assez fort et qu'il est présent dans 5% de la région étudiée. Nous avons aussi étudié l'impact des méthodes développées sur les performances et le nombre de solutions affichées. Et on a notamment vu que l'intégration des contraintes du domaine permettait de fortement diminuer le temps d'exécution de l'algorithme et en même temps de diminuer le nombre de solutions retournées. Donc ça montre l'intérêt de ces contraintes pour améliorer le passage à l'échelle, notamment. Ensuite, on a aussi montré l'impact de la visualisation sur l'ensemble du process. Extraction des motifs plus visualisation de ces motifs, ça prend un peu plus de temps que simplement extraction, ce qui est normal. Ce qui est intéressant, c'est que ce temps supplémentaire, il est vraiment minime par rapport au temps d'extraction, par rapport au temps d'analyse. Et donc la visualisation, ça prend pas beaucoup plus de temps. Par contre, ça ajoute beaucoup plus. Ça apporte une vraie plus-value pour les experts. En moyenne, on a aussi constaté qu'on avait 3 motifs affichés par colocalisation extraite. Donc maintenant, je vais vous présenter un deuxième travail qui est plus lié à l'analyse de séries d'images satellitaires. Alors en fait, dans ce travail, on n'a pas que des séries d'images satellitaires, on a aussi d'autres informations hétérogènes issues de systèmes d'information géographique, des données sur l'élévation, sur la pluviométrie, sur le type de sol, sur la végétation. Et donc l'idée, c'est de croiser toutes ces informations pour extraire des évolutions fréquentes. Alors donc pour faire cela, on aurait très bien pu utiliser ce qui existe dans la littérature du domaine, c'est-à-dire l'extraction de motifs séquentiels. C'est une problématique qui est très étudiée. Il y a un grand nombre d'algorithmes qui ont été proposés pour trouver ce type de solution. Alors le principal problème, c'est que ces travaux sur les motifs séquentiels et leur extension aux données spatiales, ils font l'hypothèse que les objets et les zones géographiques sont figées dans le temps. Elles ne bougent pas, elles ne changent pas. Or nous, dans notre cas, on peut très bien voir, si on prend l'exemple de l'érosion, deux zones érodées, qui sont proches à un temps t, et autant t plus 1 qui vont fusionner, qui vont s'agrandir et qui vont faire une grosse zone érodée. Donc là, avec ce type de méthode, on ne va pas pouvoir capturer ce type de dynamique où on a potentiellement de la fusion de zones dans le temps. Autre possibilité, ça aurait été d'utiliser les travaux sur l'écolocalisation, tout simplement parce qu'elles ont été étendues à des données spatio-temporelles aussi. C'est par exemple le travail de Mohan, qui sont partis de ces travaux sur l'écolocalisation pour faire de l'extraction de graphes orientés à cycliques d'événements. Donc le principal problème avec ces travaux, c'est qu'ils se limitent ils ne considèrent uniquement un seul attribut par objet, une seule information par objet. Or nous, dans notre cas, chaque objet va être décrit par un ensemble d'indices radiométriques, va être décrit par des informations sur la végétation, sur la pluviométrie, sur le type de sol, etc. Donc on ne va pas pouvoir capturer ce genre d'informations avec ce type d'approche. Donc nous, par rapport à ces limites, on a proposé dans un premier temps de modéliser les données spatio-temporelles sous la forme d'un DAG attribué, un graphe orienté à cyclique attribué. Alors, dans ce graphe, chaque nœud va représenter un objet spatial qui va être décrit par un ensemble d'attributs, et les arêtes, ça va représenter la relation de proximité spatio-temporelle. L'intérêt de cette modélisation, c'est que ça va permettre vraiment de capturer des dynamiques complexes de type fusion-division. Si on regarde la figure qui est en haut à gauche, au premier temps, sur le premier rectangle, on a deux zones, orange et verte, qui sont séparées. Et au temps d'après, ces deux zones vont fusionner pour faire une grosse zone avec d'autres propriétés. Et donc ça, on le retrouve dans la modélisation sous forme de graphe. On la retrouve où? Tout simplement au niveau du nœud 2 et du nœud 3, qui vont pointer vers le nœud 7, qui représente la zone fusionnée, justement. Donc l'intérêt de cette modélisation sous forme de graphe, c'est qu'elle permet de capturer ce type de dynamique, qu'elle permet de capturer aussi toutes les informations disponibles, et qu'en plus elle est générique. Il y a beaucoup d'autres domaines d'application dans lesquels on peut modéliser les données sous cette forme-là. Donc dans un deuxième temps, ce qu'on a proposé de faire, c'est d'extraire des chemins fréquents dans ce type de données. Un chemin, c'est par exemple AB suivi de AC suivi de EFH. Et ça représente l'évolution des attributs des objets dans l'espace et dans le temps. Donc l'intérêt de ce domaine de motifs, c'est qu'il offre un bon compromis entre expressivité et complexité d'extraction. On a
des séquences d'item set. Donc c'est bien parce qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits dans la communauté scientifique sur cette problématique. Le problème, c'est que ces travaux ne peuvent pas être utilisés dans ce cadre-là parce qu'on a une difficulté un peu particulière, c'est qu'on a des occurrences qui vont être entrelacées dans un unique graphe. Et ça complique un peu l'analyse et ça complique notamment la définition de la fréquence. Quelle est la fréquence d'apparition du motif de l'évolution A suivi de B, suivi de C, suivi de D dans le graphe G1 et quelle est cette même fréquence dans le graphe G2? C'est pas forcément évident. Et pour cela, nous, on a introduit la notion de chemin pondéré. Donc au lieu de définir globalement la fréquence d'un motif, ce qu'on a dit, c'est qu'on va on va préciser la fréquence au niveau de chaque transition, chaque évolution. Donc par exemple, dans G1, on va indiquer que A est suivi de B une fois, est suivi de C 2 fois, et est suivi de D 6 fois. Alors que dans G2, à chaque fois, A est suivi de B une fois, suivi de C une fois, et suivi de D une fois. Donc ça va nous permettre de bien différencier ces deux cas de figure. Donc à partir de là, on a pu définir une contrainte de fréquence et on a dit qu'un chemin pondéré était fréquent si le poids minimum au niveau de ses transitions, au niveau de ses évolutions, était supérieur à un certain seuil. Donc l'intérêt de cette contrainte, c'est qu'elle est liée à une mesure qui est monotone. On va donc pouvoir l'utiliser pour optimiser les algorithmes et qu'en même temps, elle est peu coûteuse à calculer. Deuxième difficulté dans ce contexte, c'est qu'on avait encore beaucoup de motifs potentiellement redondants en solution. Et ces motifs redondants, c'était des motifs qui n'apportaient pas d'informations supplémentaires. Donc si on prend l'exemple du graphe qui est en bas et qu'on essaye d'extraire tous les chemins qui apparaissent dans ce graphe, on va avoir notamment 3 solutions. C suivi de D une fois, et AB suivi de C une fois, suivi de D une fois, et un dernier motif, B suivi de C 2 fois, suivi de D une fois. Donc on a 3 solutions, et on voit que dans ces 3 solutions, on a une information qui est répétée, c'est C suivi de D une fois. Donc nous, notre idée par rapport à ça, c'était de proposer une contrainte de non-redondance qui vise à ne conserver que les motifs les plus spécifiques, c'est-à-dire les plus grands, ceux qui sont à droite. Tout simplement parce qu'ils vont représenter les mêmes données, qu'à partir de ces motifs, on va pouvoir retrouver les autres sans avoir besoin d'accéder à la base de données. Donc nous avons intégré tous ces concepts dans un processus complet d'analyse de séries d'images satellitaires. Ce processus commence dans une première phase à identifier les objets dans les images, c'est la phase de segmentation. Ensuite, dans une deuxième étape, on fait des pré-traitements, c'est-à-dire qu'on va calculer des indices radiométriques, on va fusionner les informations des images avec les informations issues des systèmes d'information géographique, et on va générer le graphe. Ensuite, troisième étape, c'est l'extraction des motifs, donc l'extraction des évolutions fréquentes. Et dernière étape, la visualisation des résultats. Au niveau de l'extraction de motifs, on a développé un algorithme qui suit un parcours en profondeur, qui fait des extensions progressives des motifs et qui fait des projections successives des données. Donc là, c'est une stratégie similaire à l'algorithme PrefixSpan, qui est vraiment un algorithme très connu dans la communauté pour faire l'extraction de motifs séquentiels. Mais il y a quand même quelques grosses différences par rapport à cet algorithme. C'est qu'on fait des projections qui sont basées sur les arêtes à étendre. On fait aussi des calculs d'item set fermés localement pour garantir la non-redondance. Et grosse et principale différence, c'est qu'on fait des extensions avec potentiellement mise à jour du préfixe. Dans l'algorithme PrefixSpan, quand on construit une solution, quand on construit une évolution, on va la construire bout après bout. On ne revient jamais en arrière. Une fois qu'on fait une extension, on ne revient pas sur ce qu'on a fait avant. Dans notre cadre, à cause de ce contexte du graphe unique et de ces occurrences entrelacées, dans certains cas, quand on fait une extension, on est obligé de mettre à jour le préfixe, c'est-à-dire mettre à jour le début du motif, et on est obligé des fois d'en générer un nouveau préfixe. Et ça complique énormément la partie algorithmique, et ça complique énormément le passage à l'échelle, les performances. Et donc on a été obligé par rapport à ça d'ailleurs de mettre en place une structure de données optimisée pour pouvoir extraire ces motifs efficacement. Donc on a développé différents plugins dans la plateforme open source d'analyse KNIME qui permettent justement d'utiliser et d'implémenter ce processus. On a expérimenté ensuite ces outils sur des données synthétiques, sur des données liées à l'érosion des sols et sur des données liées à des citations de brevets. Alors l'intérêt du dernier jeu de données, citation de brevet, c'est de montrer que notre approche et notre méthode de résolution, elle est totalement générique et elle peut être appliquée à plein d'autres applications telles que l'étude de réseaux sociaux. On a extrait des informations très variées. En voici 2 exemples. Un premier motif qui montre l'augmentation, qui met en avant en tout cas l'augmentation de l'érosion sur 3 dates avec une végétation très faible. Alors ça, on peut le constater dans le motif, tout simplement parce qu'on a le redness, c'est-à-dire l'indice de rougeur, qui augmente.
Alors l'indice de rougeur ici, vu que les sols sont rouges, c'est souvent un indicateur utilisé pour détecter des sols nus. Et en même temps de l'augmentation de cet indice de rougeur, on a l'indice de végétation, NDVI, qui lui est très faible. Et donc là, ça met en avant aussi le fait qu'on a peu de végétation. Et ça vient conforter le fait qu'on a affaire à une installation de zones érodées. Et quand on regarde les images, on voit qu'il y a même un grossissement des zones impactées. Dernier exemple de motif qui est différent ce coup-ci, c'est un motif qui montre l'augmentation de la végétation dans certaines zones. On a l'indice de végétation qui augmente. Et ça, quand on regarde un peu plus en détail les données, on constate que cette évolution, elle est liée à des zones humides et que ça correspond en fait à une prolifération d'algues sur la période étudiée. Nous avons ensuite étudié l'impact des données sur les performances et le nombre de solutions. On a notamment mis en avant que plus on avait d'attributs, plus on avait d'informations sur chaque nœud, eh bien plus l'extraction des solutions était compliquée, plus ça prenait de temps pour trouver ces solutions, et en même temps plus on avait de solutions. Donc ça illustre vraiment la difficulté d'analyser un DAG attribué. Il y a beaucoup de travaux qui ont analysé des graphes étiquetés par une seule information, c'est déjà compliqué, mais quand on essaye d'analyser un graphe où chaque nœud est étiqueté par un ensemble d'informations, mais en termes de performance, c'est beaucoup plus complexe. Autre point, on a aussi mis en avant l'influence de la structure du graphe sous forme de couches temporelles. Et on a notamment vu qu'il était plus difficile d'analyser des graphes issus de séries d'images satellitaires qu'analyser des graphes qui étaient générés aléatoirement. Et tout simplement parce que on obtient via une série d'images satellitaires un graphe qui est assez allongé et donc qui génère beaucoup de motifs et qui est plus complexe à analyser. Donc maintenant, je vais vous présenter un dernier travail qui est encore lié à l'analyse de graphes. Alors, par contre, c'est des graphes un peu différents. Tout à l'heure, on avait pour une série d'images satellitaires, on avait un unique graphe qui représentait l'évolution des zones. Dans le cadre de ce travail, on ne va pas avoir un seul graphe, on va avoir un graphe par image. Chaque image va être associée à un graphe, et ce graphe représente, c'est un graphe de voisinage qui représente les objets et leur voisinage. Donc, par exemple, dans l'image de 2011, on voit qu'on a 5 objets, et ces 5 objets sont représentés au temps T1 par un graphe avec 5 nœuds avec des informations associées. Et les liens, ça représente la relation de proximité. Donc on a un graphe qui va évoluer dans le temps, tant structurellement qu'au niveau des informations portées par les nœuds, c'est-à-dire par les objets. Donc il y a un grand nombre d'applications à ce niveau, et d'ailleurs il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'extraction de sous-graphes fréquents dans une collection de graphes. Et finalement, il y a peu de travaux qui ont été faits sur l'extraction de graphes attribués, et peu de travaux sur l'extraction de graphes dynamiques attribués. Alors, dans ce cadre-là, avec des graphes dynamiques attribués et des graphes attribués, on a un problème, on a une explosion combinatoire. On combine à la fois le problème d'extraire des séquences de graphes d'item set. Donc, on combine vraiment 3 problèmes différents. Et donc, en termes de passage à l'échelle, d'efficacité, c'est très compliqué. En même temps, on est dans le cadre du graphe unique, et comme on l'a vu tout à l'heure, le graphe unique, analyser un graphe unique, ça pose des problèmes d'identification des occurrences et d'entrelacement des occurrences. Donc il y a un certain nombre de travaux quand même qui ont été faits, mais dans ces travaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent d'étudier des domaines très spécifiques. Typiquement, c'est l'extraction de communautés dans des réseaux sociaux. Ou alors, ils font des hypothèses très fortes sur les données en entrée. Donc nous, ce qu'on a proposé de faire, c'est d'avoir une approche plus générale et d'extraire des séquences de sous-graphes intéressantes dans ce type de graphe qui évolue dynamiquement. Donc si on prend l'exemple ici qui est présenté dans le transparent, on a un graphe qui évolue au cours de 4 dates, et on va être intéressé par des évolutions qui vont se répéter dans ce graphe. Et des évolutions, c'est quoi? C'est une partie du graphe qui va potentiellement évoluer au niveau des nœuds, au niveau des arêtes et au niveau des informations portées par les nœuds. C'est ce qu'on voit au niveau du sous-graphe 1, 2, 5 qui va évoluer au cours de 3 dates. Et cette répétition, cette évolution, elle apparaît 2 fois dans l'exemple qui est présenté ici. Donc nous, par rapport à ça, on a défini un nouveau domaine de motifs qui vise à représenter l'évolution d'un sous-ensemble de nœuds. Autrement dit, on essaye d'extraire des séquences de sous-graphes attribués sans prendre en compte les arêtes. Pourquoi on ne prend pas en compte les arêtes? Pour essayer d'élargir l'analyse. Alors, on ne les prend pas en compte directement, mais on les prend en compte quand même dans un second temps au niveau des contraintes. Parce qu'on a une contrainte notamment de connectivité qui dit que au niveau d'un sous-graphe, je dois avoir tous les nœuds qui sont connexes. Autrement dit, au niveau d'un sous-graphe, je vais étudier des objets qui sont spatialement proches, par exemple. Autre contrainte que nous avons proposée, c'est une contrainte qui impose un nombre minimum de nœuds à chaque temps, un nombre minimum d'objets à étudier.
et une contrainte aussi de continuité temporelle. Là, l'idée, c'est d'avoir un nombre minimum de nœuds communs à tous les temps. C'est d'étudier en fait l'évolution d'un sous-graphe autour d'un ensemble commun de nœuds, c'est-à-dire d'objets. Une contrainte aussi de non-redondance qui, comme précédemment, permet d'éliminer un certain nombre d'informations redondantes. Et une contrainte de récurrence qui vise à n'étudier, à ne rechercher que les évolutions qui sont répétées au moins un certain nombre de fois dans le temps. Donc pour extraire ces motifs, nous nous sommes appuyés sur deux contraintes, deux propriétés des contraintes, et notamment par rapport aux intersections de graphes. Alors, quand on parle d'intersection de graphes, il s'agit d'intersection au niveau des nœuds, des arêtes et des attributs. Donc si on regarde le graphe qui est donné en exemple ici, qui évolue au cours de 4 dates, et que l'on fait l'intersection de ce graphe au temps T1 et au temps T2, on va voir en résultat un ensemble de composantes connexes, de sous-graphes, et ces sous-graphes, ils vont au moins apparaître au temps T1 et T2. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de l'intersection, du temps T1 et T2. Si je fais l'intersection entre les graphes au temps T1, T2, T3, les sous-graphes que je vais avoir, ils vont au moins apparaître 3 fois, ça j'en suis sûr, de par justement cette intersection. Et donc en jouant sur la taille de ces intersections, je vais pouvoir imposer, je vais directement générer des motifs qui vont vérifier la contrainte de récurrence minimale, qui vont apparaître au moins un certain nombre de fois. Et en même temps, vu qu'on a des composantes connexes qui sont maximales, je vais avoir des motifs qui vont être non redondants. Donc nous, on s'est appuyé sur ces propriétés pour proposer une stratégie incrémentale originale qui est basée sur ces intersections de composantes connexes. En fait, on fait une extension progressive des motifs et à chaque étape, on va générer potentiellement des motifs de taille différente. Et ça montre bien qu'on a une stratégie vraiment originale parce que dans la communauté, en général, les algorithmes n'ont pas cette particularité-là. Donc nous avons appliqué cette approche sur des données synthétiques liées à un réseau social de citation et liées au trafic aérien aux États-Unis lors de plusieurs ouragans. Donc des applications encore une fois très variées. Et on a extrait des motifs très, très différents. En voici un exemple. Par exemple, un motif qui montre la dégradation du trafic aérien après chaque ouragan avec un retour progressif à la normale la semaine suivante. Donc là, cette évolution, elle paraît logique, mais l'intérêt de motif, c'est de mettre en avant de manière très précise quel paramètre est dégradé et quel paramètre ne l'est pas. Autre avantage, c'est que ce motif, il met en avant un aspect un peu particulier, c'est que il est vérifié par une grande partie des aéroports de la côte Est, donc là où sont passés les ouragans, mais il y a aussi certains aéroports de la côte Ouest qui suivent la même évolution, mais pas tous. Donc on a étudié ensuite l'impact des données sur les performances et le nombre de solutions. De manière assez surprenante, on a montré que le nombre d'attributs associés à chaque nœud impactait peu le temps d'exécution et le nombre de motifs extraits. Et ça, c'est lié vraiment à notre stratégie un peu particulière d'extraction. On a aussi mis en avant que le nombre de dates, par contre, influençait énormément le temps d'exécution et la quantité de mémoire consommée. Donc plus on a de temps, plus on a des données qui sont dans le temps où il y a beaucoup de dates, plus on va faire d'intersections et donc plus ça prend de temps pour traiter les données et trouver les solutions. Donc maintenant, je vais conclure et présenter quelques perspectives. Donc nous avons étudié la problématique de l'extraction de motifs dans des données spatio-temporelles complexes. Nous avons proposé différents domaines de motifs visant à représenter plus finement ce type de dynamique spatiale et temporelle. Nous avons aussi développé des méthodes et des algorithmes performants. Nous avons aussi développé des contraintes, et notamment des contraintes dérivées de la connaissance des experts. Nous avons appliqué ces travaux à des problématiques réelles en lien avec les experts et nous avons fait un transfert vers des solutions logicielles adaptées aux utilisateurs. Nous sommes réellement partis d'un contexte applicatif, de données disponibles et des travaux de la communauté pour mettre en avant des verrous et proposer des solutions originales et génériques. Donc les perspectives au niveau de ces travaux, elles sont multiples. La première, c'est de continuer justement à étudier cette intégration, la connaissance des experts dans les méthodes d'analyse et notamment dans les méthodes d'extraction de motifs. Une piste pour cela, ça serait de regarder notamment ce qui est fait autour de l'exceptional model mining. Ces travaux qui sont assez récents visent à faire de l'extraction de motifs supervisés par des modèles statistiques. Dans ce cadre, les modèles utilisés, c'est des réseaux bayésiens, c'est des distributions de probabilité. Ce qui serait intéressant de faire, ça serait d'utiliser des modèles dérivés de la connaissance des experts, des modèles issus du domaine d'application, et notamment des modèles plus complexes qui intègrent justement un aspect temporel. Par exemple, des modèles à base d'équations différentielles ordinaires, tout simplement parce que ce sont des modèles qui sont souvent utilisés
pour modéliser, simuler la dynamique de phénomènes complexes, par exemple la propagation, l'évolution de maladies vectorielles. Autre type de modèle qui serait intéressant d'utiliser, c'est les modèles à base d'agents, parce que aussi ils sont beaucoup utilisés pour simuler des dynamiques spatiales et temporelles complexes. Et d'ailleurs, par rapport à ce dernier point, on a un projet en cours qui vise justement à intégrer modélisation multi-agents et techniques de sciences de données pour justement étudier la dynamique des habitats informels, des squats à Fidji et au Vanuatu. Autre perspective, ça serait d'aller vers une meilleure intégration des données numériques dans les méthodes d'extraction de motifs. En fait, cette famille de méthodes d'extraction de motifs, elle ne peut pas traiter directement des valeurs numériques. Pour pouvoir traiter des valeurs numériques, on est obligé de les agréger et de faire des intervalles. Or, la construction de ces intervalles, elle est souvent faite de manière empirique et ça impacte fortement les solutions. En fait, souvent, on a une perte d'informations à ce niveau-là. Alors, il y a eu un certain nombre de travaux, cette problématique, elle est connue, et ces travaux, principalement, ils s'intéressent à construire dynamiquement les intervalles en fonction en prenant en compte ce qui est extrait. Alors, c'est des travaux sur les item sets quantitatifs, sur la recherche de sous-groupes sur des données numériques ou sur les motifs intervalles. Le principal problème avec ces travaux, c'est que on a un problème de passage à l'échelle, de performance. Ils ont du mal à traiter une grande quantité d'informations parce qu'il y a énormément de combinaisons d'intervalles possibles. Donc, c'est difficile à analyser. Alors nous, par rapport à ça, ce qui serait intéressant, ce serait d'étudier cette problématique dans le contexte des données spatio-temporelles. On a des données quand même avec certaines spécificités, et notamment des notions de hiérarchie spatiale et temporelle et de granularité qui sont assez naturelles. Il serait intéressant potentiellement d'étudier justement l'utilisation de ces hiérarchies pour contraindre justement un peu la construction de ces intervalles et pour pouvoir être plus efficace. Dernière perspective, ça serait d'intégrer et de distribuer l'analyse dans les réseaux d'objets connectés. Alors, il y a de plus en plus d'objets connectés qui sont déployés et qui génèrent une grande quantité d'informations avec derrière des besoins en analyse. Le problème, c'est que si on veut analyser ces données, on peut difficilement les rapatrier sur un serveur pour lancer les méthodes d'analyse, tout simplement parce que souvent on a des bandes passantes au niveau du réseau qui sont limitées. D'un autre côté, on peut difficilement intégrer les méthodes d'analyse dans les objets connectés, tout simplement parce que les objets connectés ont des ressources limitées. Et donc, ce qui serait intéressant d'étudier, ça serait une distribution des traitements entre des calculs dans le cloud et des calculs qui sont embarqués dans les objets. Et notamment, il serait intéressant d'exploiter les nouvelles architectures matérielles qui sont en cours de développement et de commercialisation autour des puces orientées IA. Et ces puces orientées IA sont beaucoup intégrées à des objets connectés, de plus en plus en tout cas. Plus généralement, je souhaiterais m'ouvrir à d'autres problématiques et d'autres domaines d'application, par exemple la classification supervisée. Et une piste assez naturelle, ça serait d'étudier les méthodes de classification supervisée à partir des règles d'association. Tout simplement parce que les règles d'association, c'est quelque part un produit dérivé des motifs. Donc ça serait une suite assez logique. Et d'étudier cette problématique dans le cadre des séries temporelles multivariées, parce qu'il y a encore un grand nombre de verrous dans ce domaine-là, et notamment la prise en compte du multivarié est très compliquée. Au niveau des applications, je souhaiterais aussi m'intéresser à d'autres applications, telles que des applications en santé et au niveau de l'éducation. Alors, au niveau de ces perspectives, il y a d'ailleurs un partenariat en cours avec une start-up qui développe des instruments de suivi connectés et un partenariat en enseignement, cette fois-ci, avec une association qui développe des mains robotisées pour des enfants en situation de handicap. Donc, ce dernier partenariat, il est qu'en enseignement, mais j'aimerais bien faire le lien un peu avec la recherche à ce niveau. Merci pour votre attention. Cet exposé. Alors, je vais me passer la parole au rapporteur. Je propose de commencer avec celui qui est le plus loin géographiquement de nous,